Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, cette semaine, je propose de cibler la machine Guidi, faite par Joachim, si je me trompe pas, qui est intéressante parce que elle permet d'utiliser un peu Responder. J'ai vu qu'on n'avait toujours pas parlé de Responder sur Acksize, alors que c'est une machine que j'utilise très souvent, on en reparlera plus loin dans la vidéo. Donc, la machine Guidi est pas mal du tout pour avoir une machine pas trop dure qui parle de Responder. Donc comme à chaque fois, c'est une machine que j'ai déjà faite, donc on va prendre le chemin le plus rapide pour la poney, afin que la vidéo soit pas trop longue, et donc le scan and map, je l'avais fait en amont, et ça vous donne ça, donc 80-443, RDP et WinRM. Du coup, première étape comme toujours, HTTP. Donc allons voir le HTTP de cette machine en 10.10.10.104. Et on a une super photo. Du coup, bon bah comme d'hab, deuxième étape, GoBuster, où votre fichier, enfin votre programme favori d'énumération de directory web. Du coup, on va cibler l'HTTPS, puisque j'ai oublié de le montrer, mais on voit qu'en HTTPS, a priori, bon, la machine étant de 2018, le certificat est expiré, mais si vous faites la machine au moment où elle est sortie, le certificat ne sera pas expiré. Et du coup, on voit que c'est le même site, donc a priori HTTP, HTTPS cible le même serveur derrière. Un serveur, comme on peut le voir ici, de ZS 10.0. Donc a priori c'est du Windows 10 ou du Windows 2016, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, donc 10.10.10 104. On va mettre la word list usr char dirbuster word list directory list lowercase puisque donc c'est Windows. Donc si on met par exemple c'est quoi, c'est index.phTML, on sait pas en fait. We don't know. Fucking shit. Bon, on va dire que ah tiens, si on va prendre guidi.image et si on met guidi avec des D majuscules, on voit que ça marche. C'est pour ça qu'on peut utiliser la lowercase. Et je prends la small, puisque normalement elle me suffit pour trouver ce que je veux, sinon dans la vraie vie j'aurais mis la grande, enfin la medium. Et donc on blacklist tout ce qui est 400 et 404, et ma foi ça me paraît pas mal. Ah oui, comme l'HTTPS certificat périmé, il faut rajouter -k pour pas vérifier le certificat HTTPS. Et voilà, on a notre GoBuster qui tourne et il trouve déjà le /remote. Donc allons voir ce que c'est, ce qu'il y a sur /remote. Et on voit un accès, on voit d'ailleurs que c'est un Windows Server 2016 et un accès PowerShell. Donc PowerShell, on en voit souvent sur Windows, mais j'en ai jamais parlé rapidement. Du coup, historiquement, c'était commande.com jusqu'à Windows 98, puisque moi quand j'ai commencé, c'était encore ça. Ensuite, depuis, c'est du cmd.exe qui avait remplacé le commande.com avec, on va dire, le shell classique Windows. Et de PowerShell, je sais plus par contre PowerShell depuis quelle machine il est apparu, mais donc c'est une version améliorée de cmd.exe. Et maintenant je pense que vous êtes toutes au courant que c'est super pratique d'un point de vue administration et d'un point de vue attaque aussi. Et ça je pense que j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, le fait que c'était beaucoup plus surveillé qu'avant. On voit que notre GoBuster a trouvé aussi /mvc.
Donc allons voir le MVC. Ça mouline peut-être parce que le site s'en prend plein la tête avec GoBuster. Voilà, et on tombe donc sur un site qui semble pas encore fini, en .net, avec donc des catégories de produits à acheter. On n'a pas trop d'infos intéressantes d'un point de vue reconnaissance. Et on a un champ recherche, et si je tape par exemple A, on voit qu'en effet le champ recherche fonctionne et affiche tous les produits qui contiennent la lettre A. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire là-dedans? C'est de regarder s'il n'y a pas des injections SQL, et c'est la bonne piste à suivre. Donc si je mets un simple quote, on voit que ça nous affiche une erreur assez verbeuse, puisqu'on a la version du framework.net, et on a l'information que c'est une base de données SQL, Microsoft SQL, donc très pratique, et on a même le chemin c'est intéressant ça, je sais pas si c'est le chemin d'exécution ou le chemin de compilation. Enfin bon, on a plein d'informations techniques qui sont intéressantes, et en production normalement on ne devrait pas laisser s'afficher ça. Mais on en parlera sur la partie Blue Team à la fin, peut-être. Toujours est-il que une fois qu'on a vu ça, comme on est sur du Microsoft SQL, une technique sympa que moi j'avais pas fait à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais fait du SQL Map, mais sur la solution officielle je trouve sympa. Il fait un select user égale SA, et il utilise wait for. Donc wait for, comme son nom l'indique, ça va attendre à un délai, et là par exemple on peut mettre un délai de 5 secondes. Et du coup c'est super intéressant, puisque quand on est en injection SQL à l'aveugle, on va pouvoir donc en fonction du temps de réponse voir si l'injection SQL passe ou ne passe pas. Et du coup là on va regarder si notre injection SQL, si elle passe, eh bien si elle passe en tant qu'utilisateur SA, puisque si c'est l'utilisateur SA on aura plein de droits. Donc là on voit que ça répond de suite, donc a priori l'injection SQL fonctionne puisqu'il n'y a pas d'erreur, mais le SA on tombe pas en tant que SA puisque ça répond de suite. Et si on fait l'inverse, différent de SA, on voit que ça va mettre 5 secondes à répondre, donc ça confirme que l'injection SQL fonctionne et que ça tourne avec un compte qui n'est pas SA. Donc étape suivante, et c'est là que on va jouer avec Responder. Alors je vais commencer par parler un peu de Responder. Donc Responder, c'est finalement parce que c'est une usine à gaz, mais finalement à la base c'est simplement un outil qui avait été conçu pour répondre aux requêtes LLMNR, NBTNS et MDNS. Donc en gros des protocoles, on va dire, de résolution de nom à Microsoft, qui sont donc différents du DNS classique. Je vais pas rentrer plus dans les détails, on aura sûrement d'autres occasions d'en parler de ces protocoles, mais toujours est-il que le fait de pouvoir répondre à ces protocoles en faisant du man in the middle permet donc de rediriger pas mal de flux d'accès, par exemple au partage Windows, vers la machine attaquante. Et pourquoi c'est super important? Parce que moi dans mes tests d'intrusion interne, d'ailleurs j'en profite pour parler, j'en ai pas encore parlé, que je passais pour la première fois à la télé sur France 3, et du coup dans cette émission qui parlait de cyberattaque, j'ai glissé l'information que en test d'intrusion interne, en général j'atteins les objectifs dans 90% des cas,
Et sur ces 90% des cas où j'arrive à atteindre l'objectif, dans 90% des 90%, j'utilise Responder, qui me permet de compromettre un compte AD. Donc c'est une attaque super puissante et super utilisée, puisque super puissante, sur un domaine Active Directory. Mais là, sur cette machine, ça va pas être tout à fait comme ça que ce Responder va nous servir, puisqu'il va nous servir avec le XP Directory, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous laisserai la chercher sur Acksize. Je sais plus de mémoire comment elle s'appelle. Mais bref, faisons donc l'attaque. Donc première chose à faire avant de lancer l'attaque, c'est de lancer Responder, hein, sinon ça sert un peu à rien. Donc on va le mettre en bas à droite. Et on va le faire sur l'interface, évidemment, dans le tunnel, puisque il faut que la machine attaquée puisse, quand elle nous contacte, atteindre l'interface. Du coup, ce que ça va faire une fois que j'ai lancé cette commande, c'est que ça s'affiche pas si mal. C'est que donc ça va mettre en écoute et empoisonner, donc, comme je le disais, tout ce qui est LLMNR, NVT, DNS, etc., etc. Et avec pas mal de serveurs en écoute sur différents ports. Et nous, donc celui-là qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Pourquoi c'est celui-ci qui va nous intéresser, le SMB serveur? Parce que on va faire un XP Directory qui va taper un partage Windows. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de faire le if qu'on vient de voir, je vais faire un exec master.sys.xpdirectory. Et ça donc c'est une fonctionnalité dans un Microsoft SQL qui va aller lister un répertoire. Et donc dans quel répertoire je vais lister? Je vais lister le répertoire du partage d'un partage. Et comme par hasard, je choisis un partage qui est sur la machine attaquante. Du coup, le fait de faire ça, la machine attaquée va se connecter à la machine attaquante pour lister le répertoire de ce partage. Et c'est là que Responder devrait recevoir la requête sur le serveur SMB et afficher le hash NTLMv2 utilisé dans cette requête. Et perdu, j'ai dû me louper quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, j'ai oublié de mettre un simple quote avant le partage. On l'a refait. C'est mieux. Alors, ah oui, j'avais oublié de nettoyer le cache de Responder, il l'avait déjà capturé précédemment, mais sinon il afficherait le hash ici. Et du coup, il faut aller voir dans tous les hashes capturés par Responder, qui sont de mémoire dans... c'est dans quoi déjà? C'est dans... varlog... Non, si je fais un locate responder... tac tac tac... user chair, ça doit être là-dedans. User chair... responder... log, voilà. Et là on voit que il y en a des anciennes d'ailleurs que j'ai pas dû nettoyer. Nous, notre machine c'est la 10.10.10.104, donc c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, donc on voit qu'il a pu capturer les HNTLMv2 provenant de la machine attaquée Guidi, et donc on voit que l'utilisateur, a priori plutôt une utilisatrice qui fait tourner le service SQL, se nomme Stacy. Donc il reste plus qu'à casser, enfin évidemment si le mot de passe est faible, à casser ce HNTLMv2 pour récupérer le mot de passe initial. Donc remarque, je peux le faire là, hein, je vais faire John. Donc le nom du fichier. Et j'ai utilisé la wordlist rock you, hein, rien d'exceptionnel à ce niveau-là.
Et c'est parti pour tenter de craquer ces HNTLM V2 récupérés grâce à Responder et à le XPDirectory, la fonctionnalité XPDirectory via l'injection SQL. Et on voit que rapidement il arrive à casser le mot de passe de Stacy, qui est ce mot de passe là, que je ne dirai pas à l'oral. Super, du coup qu'est-ce qu'on peut faire de ce mot de passe? Eh bien, si on se rappelle, on avait une interface remote avec du PowerShell, donc on va se loguer en tant que Stacy avec le mot de passe craqué sur la machine Guidi. Parfait, et on tombe donc sur un remote PowerShell. Top. Donc d'ailleurs je pense qu'on peut déjà, si on remonte d'un cran, submit, et si on va dans desktop, on a déjà accès au user.txt que je vais afficher avec un getContent user.txt substring 04. Parfait. Donc on a le flag user, donc le premier des deux flags sur Axebox. Donc maintenant, comment réussir à élever ses droits? Et là, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, puisque moi à l'époque, là je prends la solution officielle, parce que moi quand j'avais fait la machine à l'époque, j'ai fait un truc beaucoup plus compliqué que la solution officielle, donc c'est pour ça que c'est plus simple de faire la solution officielle. Et pourquoi j'avais fait un truc beaucoup plus compliqué? Puisque on va le voir, il y a pas mal de protections en place. D'ailleurs des protections que dans la vraie vie on a beaucoup aussi, donc c'est intéressant. Donc la première chose, c'est que PowerShell V2 n'est pas en place sur cette cible, donc ça fait qu'on va pas pouvoir, on va dire, rétrograder pour aller sur cette ancienne version de PowerShell qui a beaucoup moins de limitations que les versions plus récentes. Ensuite, la deuxième mauvaise nouvelle en tant qu'attaquant, c'est le language mode. Si on affiche le language mode de PowerShell, on voit qu'il est en constraint language, qui est donc un peu, je sais plus si on a déjà parlé sur Axize, mais l'équivalent d'un bash restricted, quoi. Donc il y a un sous-ensemble de fonctionnalités accessibles. Donc ça va compliquer le travail attaquant, puisqu'on n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités. Et enfin, la dernière brique de sécurité qui est en place, c'est le app locker. Si on fait app locker policy local, on voit que app locker est actif. App locker qui est donc la fonctionnalité, la technologie introduite sur Windows 7 qui utilise donc une liste blanche d'applications. Et donc si on met notre propre applicatif, n'importe quel exécutable, si cet exécutable n'est pas dans la liste blanche, il ne sera pas exécuté par Windows. Donc comme on le voit, beaucoup de protection, et app locker me permet de vous parler au passage de la hackeuse de la semaine qui sert d'illustration sur cette vidéo. Le temps que ça charge, Linda Renate Andersen, une hackeuse norvégienne, qui donc ici poste un tweet lors d'une conférence sur les différentes, on va dire un résumé des différentes recommandations à faire sur app locker. Donc ça, app locker pareil, hein, c'est un peu comme Responder, c'est un sujet, c'est curieux que j'en ai pas encore parlé sur Axize, parce que c'est vraiment très fréquent de rencontrer cette couche de sécurité sur les cibles. Bien, tout ceci étant dit, allons-y pour, malgré toutes ces restrictions, essayer d'élever nos droits sur cette machine Windows. Du coup, la première... en fait, globalement, quand on a plein de restrictions sur PowerShell, l'idée c'est de revenir un peu aux commandes de base Windows à l'ancienne, avant PowerShell.
Et par exemple, la commande de base qui fonctionne, c'est regquery, donc pour afficher des valeurs de la base de registre. Et qu'est-ce qu'il y a comme valeur intéressante dans la base de registre? Il y a notamment celle-ci, Windows Current Version Install, qui permet d'afficher les softwares installés sur la machine. Et comme on voit, il y en a un qui pop assez vite aux yeux, hein, déjà parce qu'il n'y a pas grand chose installé. C'est le Ubiquiti Unify Video, qui n'est pas très fréquent. Moi j'ai jamais vu ça sur une cible durant un audit. Et du coup, si on fait une recherche sur ce truc là, Ubiquiti, avec Searchpoint par exemple, Ubiquiti, on voit que il fait plusieurs produits déjà, et on voit ici le Ubiquiti Unify Video 373 Local Privilege Escalation. Du coup, ça semble être une très bonne piste si c'est bien cette version là. Et donc, si on regarde avec un -x, Searchpoint-x, cet exploit d'élévation de privilèges, on voit que, en gros, ça va utiliser un service, donc le service de Unify Video de ce logiciel, et ce service est mal configuré au niveau des permissions, donc a priori il permet dans le programme file Unify Video, n'importe qui peut modifier, écrire des fichiers dans ce répertoire. Et en plus, le service, quand il stoppe et qu'il démarre, utilise le taskkill.exe. Et vu qu'on a les droits d'écriture, on va pouvoir remplacer ce taskkill.exe par notre propre code. Et si on a les droits pour redémarrer le service, ce qui semble être le cas par défaut, eh bien on peut récupérer les droits de NT System, NT Authority System, parce que ce service tourne en tant que système. Donc du coup, même si là à chaud, je n'ai pas de moyen simple pour afficher la version, pour savoir si c'est bien vulnérable, le plus simple c'est de faire ce qui est affiché dans cet exploit, c'est vérifier si on a bien les droits d'écriture sur ce répertoire, et si c'est le cas, ça veut dire que c'est de la version vulnérable, puisque la version qui a été corrigée en 3.8.0 a dû retirer les droits d'écriture dans ce répertoire. Donc allons-y, on a juste à aller dans Programme Data et à faire la même commande, c'est-à-dire Unify Video. Et là on voit, parfait, on a bien des W pour write, donc on a bien des droits d'écriture dans ce répertoire. Donc effectivement, on est sur une cible qui est vulnérable à cet exploit et à cette vulnérabilité. Bien. Alors dernière chose à vérifier pour être sûr qu'on puisse l'exploiter, c'est est-ce qu'on a bien les droits pour redémarrer ce service. Et donc je tape, je fais un filtrage par, j'affiche par liste les arguments, les paramètres liés au service Ubiquiti Unify Video, et on voit que c'est bon, on a trou, donc on a le droit de l'éteindre et de stopper le service. Donc on a tout ce qu'il faut pour exploiter cette vulnérabilité. Et il reste un dernier gros problème, c'est l'antivirus. Donc il y a l'antivirus de base Windows de mémoire sur cette machine. Et du coup à l'époque, moi je m'étais pas fait chier quand je suis sur ce genre de problématique sur Hack the Box. Contrairement à la vraie vie, je peux me permettre de coder un exe qui va juste afficher le flag, et voilà, je vais pas plus loin. Donc c'est pas très réaliste, mais ça satisfait le besoin. Mais là pour la vidéo Acksize, on va suivre le write-up officiel qui a une solution quand même plus propre, plus élégante. C'est d'utiliser un PowerShell, un reverse shell.
qui ne sera pas détecté par l'antivirus. Donc on le trouve sur ce GitHub. Je le télécharge. Donc comme souvent, je crois que j'en ai déjà parlé sur l'évasion d'antivirus, une technique qui marche bien, c'est de faire quelque chose de vraiment très simple et qui n'a rien d'extraordinaire. Donc là, ça va juste se connecter à un socket sur un port. Donc c'est compliqué de bloquer en analysant le comportemental une application qui fait rien de plus que ça, quoi. On l'enregistre sur notre machine attaquante. Et en haut à droite, je vais compiler ce code C++, mais avant de le compiler, on va remplacer l'adresse IP et le port. Dans le port, on peut laisser ça, 8080, ça me va. Ou pour être plus réaliste, on peut mettre 443, c'est que en général un port ouvert, plus facilement ouvert que le 8080. Et je mets mon IP cancel. Mon IP de la machine attaquante. Responder, on peut le killer, on en a plus besoin. À la place de celle présente dans le code source de Prometheus. Voilà, et maintenant que ça s'est modifié, on va faire une commande longue comme le bras pour compiler ce C++, ce code C++. Prometheus. Alors, je vais appeler le fichier sorti taskkill.exe, puisque comme on l'a compris, hein, le service Unify vidéo qu'on va exploiter a un fichier taskkill.exe sur lequel on peut écrire, donc remplacé par le nôtre, et ça va nous permettre au passage de bypasser, outrepasser la protection app locker, puisque taskkill.exe a les droits d'exécution sur le système. Il est whitelisté forcément puisqu'il existe pour ce service. Alors après il faut mettre toutes les librairies, les paramètres qui vont bien pour la compilation. J'aurais dû préparer la commande en amont pour pouvoir faire un copier-coller. White strings exception. Donc là tout ça, ça va être des paramètres qui vont compliquer le travail de l'antivirus et des analystes reversers s'ils veulent partir du binaire pour reconstituer l'origine. J'en ai loupé un. J'ai tapé ou au lieu de no. C'est l'habitude de taper ou am I. Et là, ça semble mieux. Parfait. Si je fais un ls, on a bien notre taskkill.exe compilé. Il ne reste plus qu'à l'envoyer sur la cible. Donc je le déplace dans un répertoire que j'ai créé qui s'appelle www. Et je lance un serveur web sur le port 80. Pour pouvoir aller le récupérer depuis mon shell PowerShell. Donc je vais aller télécharger directement dans le bon endroit, hein, c'est-à-dire dans Unify vidéo, puisque c'est là qu'on va devoir remplacer le taskkill existant. Elle n'existe même pas par défaut. C'est fou ça. Comment ça se fait? Peut-être qu'il le lance que dans certains cas, il l'installe que dans certains cas, je sais pas trop. Ok, du coup, je vais taper donc avec un cert utile. Je crois qu'on a déjà fait dans une précédente vidéo, je détaille pas. Verify ctl split http:// mon IP attaquante et taskkill.exe. Ici, on voit que mon serveur web reçoit bien la requête.
Et si je fais un dir, on voit que le fichier bin a bien été créé. J'ai plus qu'à le renommer en taskkill.exe. Et là, a priori, on est bon pour l'exploitation. Donc j'ai plus qu'à mettre un listener sur le port 443, comme on l'a spécifié dans le code C++. Et normalement, quand je vais arrêter le service Ubiquiti Unify Video, il va normalement lancer le taskkill.exe pour couper des tâches dans son code, quoi. Et ça devrait donc lancer notre taskkill.exe au lieu de lancer le taskkill attendu. Je vais le faire, comment je vais faire? Je vais le faire comme ça on voit en temps réel si ça passe, cette partie. Paf, connect en haut à gauche. Et nous sommes anti-système de la machine, c'est gagné sur cette machine Guidi. Donc je vais juste afficher le fait qu'on peut afficher le flag, qui doit être donc dans administrator desktop comme à chaque fois. Il est bien là. Du coup là faut que je fasse un PowerShell, parce que là on n'est pas en PowerShell, on est en shell classique. .substring 04. Bim, c'est tout bon. On a accès au flag route. Donc d'un point de vue Blue Team, plusieurs choses à dire. Du coup, on a pu exploiter l'injection SQL parce que il y avait un mauvais assainissement du champ recherche dans l'application MVC là. Donc ça c'est une première erreur qui a été faite au côté développement. En test externe, l'attaque avec le XP Directory n'aurait pas marché puisque le port 445 serait fermé en général vers Internet. Et quand on est en test interne, donc dans le réseau local du client interne, il est fort probable que le port 445 soit ouvert et qu'on puisse utiliser cette technique pour récupérer le hash de Stacy. Donc le mot de passe faible utilisé par Stacy a permis de pouvoir casser ce hash et ensuite de se connecter sur l'interface remote ici en PowerShell. Pareil, hein, si on était sur un test externe, il aurait été fort probable qu'il n'y avait pas d'interface remote accessible depuis Internet. Bon ça dépend, hein, mais en tout cas il est déconseillé de mettre en place des interfaces d'administration sur des réseaux ouverts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à améliorer d'un point de vue défenseur sur cette machine? Et ben mettre à jour le fameux service Unify Video qui donc depuis la version 3.8.0 de mémoire n'est plus vulnérable à cette exploitation de services mal configurés. Et qui utilisait donc le taskkill.exe pour taskkill qui normalement tuait des tâches légitimement pour l'applicatif, et là du coup on l'a remplacé par notre taskkill à nous qui ouvrait un reverse shell vers notre machine attaquante. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.